Voilà, deuxième vidéo donc sur ce thème sur les échanges d'énergie. Là, on va s'intéresser particulièrement aux échanges d'énergie en mécanique, c'est-à-dire on va revoir certains types de mouvements qu'on avait vus dans le thème de mécanique, mais on va les aborder sous un angle d'échange d'énergie. Alors pour faire ça, il faut commencer par définir ce qu'est le travail d'une force. Alors c'est une notion assez intuitive, mais la traduction mathématique de cette intuition est pas si simple. Donc le travail d'une force, ça va être une notion qui prend en compte l'effet de la force sur le mouvement. On va voir différents exemples où les forces peuvent travailler de manière positive, c'est-à-dire aider le mouvement à se faire, ou bien de manière négative, c'est-à-dire des forces qui vont au contraire s'opposer plutôt au mouvement qui est en train de se faire, ou bien des forces qui simplement ne travaillent pas, elles n'ont pas de conséquences directes sur le trajet qui est réalisé. Donc ici par exemple, sur ce schéma-là, où un système est en train de passer du point A vers le point B, est soumis à plusieurs forces, dont une est identifiée par ce vecteur rose là, le vecteur F, on voit que c'est une force qui va plutôt aider au mouvement, puisqu'elle est dirigée dans la même direction, ou en tout cas dans le même sens, que le déplacement qui s'effectue. Donc, c'est une force qui va être à travail positif, c'est-à-dire à travail moteur. En revanche, une force qui serait orientée plutôt dans le sens opposé serait une force qui s'opposerait au mouvement. Donc on voit que ce qui va définir le travail, enfin ce qui va avoir un impact sur le travail, c'est l'angle qu'il y a entre la force, le vecteur force qui est représenté sur le schéma, et le déplacement qui est réalisé. Si cet angle est compris entre 0 et 90, ça veut dire que la force est plutôt dans le sens du déplacement, donc elle aide au déplacement, donc elle aura un travail positif, moteur. A l'inverse, si la force est plutôt orientée dans l'autre sens, alors elle va plutôt s'opposer au mouvement et aura donc un travail négatif, un travail plutôt résistif, elle va résister au mouvement. Donc ça en mathématiques, le fait d'avoir une valeur positive ou négative selon l'orientation du vecteur, c'est directement associé à ce qu'on appelle le produit scalaire. Le produit scalaire entre deux vecteurs, donc ici entre le vecteur force et le vecteur déplacement AB, c'est le produit des normes de ces deux forces, de ces deux vecteurs, F multiplié par AB, mais surtout multiplié par le cosinus de l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs. Pour un angle qui serait compris entre 0 et 90, le cosinus de cet angle va être positif, et donc le travail sera positif. Si à l'inverse, l'angle est compris entre 90 et 180 degrés, à ce moment-là, le cosinus devient négatif, et le travail va être négatif. Donc le travail de la force se définit comme ça, c'est le produit scalaire de la force par le vecteur déplacement, qui fait donc intervenir le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement, et qui va donc définir des valeurs positives ou négatives. Donc on voit maintenant ça plus en détail sur différents exemples. Donc voilà, quelqu'un qui traîne un traîneau, donc le traîneau avance de la gauche vers la droite. L'angle formé entre le vecteur déplacement et le vecteur force est bien un angle compris entre 0 et 90. Ici, la force matérialisée par le vecteur rouge est bien une force motrice, son travail sera positif. Deuxième exemple, l'exemple d'un vélo qui est en train d'effectuer une montée. Donc, il y a plusieurs forces, hein. Là j'ai simplifié. Il y a des forces évidemment liées à l'entraînement du vélo par les pédales, etc., du force de frottement entre la roue et la route. Je n'ai gardé ici que le vecteur poids, donc le poids de l'ensemble cycliste plus ce vélo. On voit que entre le vecteur déplacement, qui est un vecteur oblique de la gauche vers la droite, comme ça, et le vecteur poids, qui est un vecteur vertical vers le bas, on voit que l'angle compris entre ces deux vecteurs est plus grand que 90 degrés. Il est compris entre 90 et 180. Ça veut dire que le poids ici va travailler de manière négative dans ce mouvement, c'est-à-dire le poids ne va pas du tout aider évidemment le cycliste à monter cette pente. Et puis dernier exemple, un exemple simplement de déplacement avec la force ici du support, la force normale du support, c'est-à-dire la réaction du support. Ici, entre le vecteur déplacement
qui sera horizontal et le vecteur force qui est vertical, il y a un angle de 90 degrés. Or, cosinus 90, ça vaut 0. Ici, on a l'exemple d'une force qui ne travaille pas, c'est-à-dire cette force, elle existe, mais du point de vue du mouvement, elle n'a aucun impact direct sur le mouvement. Évidemment, elle permet à l'objet de ne pas s'enfoncer dans le support, mais par rapport au mouvement qui s'effectue de la gauche vers la droite, elle n'a pas de conséquence. Alors pourquoi c'est important de savoir calculer le travail d'une force? C'est parce qu'il existe un théorème qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique qui directement prend en compte le travail des différentes forces qui vont s'appliquer sur un système. On rappelle la formule de l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré avec la masse exprimée en kg et la vitesse en mètres par seconde. Et bien le théorème de l'énergie cinétique dit que lorsqu'un déplacement s'effectue entre deux points, A et B, alors la variation d'énergie cinétique entre ces deux points, c'est-à-dire l'énergie cinétique qu'il y aura en B moins l'énergie cinétique qu'il y avait en A, donc la variation, est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent au système entre les deux points A et B de départ et d'arrivée. Alors, on va faire un petit exemple d'application de ce théorème de l'énergie cinétique. On va prendre une balle qui chute depuis le point A, donc en altitude plus élevée, vers le point B, qui est par exemple le sol, d'altitude plus basse. On va imaginer qu'il y a 6 mètres entre le point A et le point B, et qu'on a lâché la balle simplement au point A. Et on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique à cette balle, pour essayer de trouver à quelle vitesse elle arrive au sol. Donc la variation d'énergie cinétique de cette balle est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent à la balle lors de sa chute, c'est-à-dire le poids, hein. Il n'y a que le poids de la balle qui s'applique, si on fait abstraction des frottements. Donc la variation d'énergie cinétique EC au point B moins EC au point A est égale au travail du poids, c'est-à-dire la formule du poids, P égale mg, multiplié par le déplacement AB, donc les 6 mètres, et multiplié par le cosinus de l'angle entre le poids et le déplacement. Ici, l'angle est nul, puisque poids et déplacement ont même direction et même sens. Donc l'angle alpha vaut 0, cosinus 0 ça vaut 1, donc ECA moins ECB égale M fois G fois AB. ECA c'est 1/2 de MVA au carré, mais la vitesse au départ était nulle, puisqu'on a simplement lâché la balle, on n'a pas lancé au départ. Donc ECA est nul, et finalement, on arrive au résultat que 1/2 de MVB carré est égal à M fois G fois AB, et donc on peut calculer la vitesse, c'est racine de 2G fois la hauteur de chute, ce qui fait dans cet exemple-là 10,8 mètres par seconde. Donc voilà, théorème de l'énergie cinétique, à partir du moment où on sait calculer le travail d'une force, eh bien on peut faire des bilans d'énergie pour, par exemple, trouver les valeurs de vitesse grâce au théorème de l'énergie cinétique. On passe à un deuxième exemple qui va nous permettre d'introduire la notion d'énergie potentielle si on va vraiment s'intéresser de près à ce travail du poids. Là, dans l'exemple de la balle, l'exemple était simple parce que l'angle entre le poids et le déplacement était nul. On va voir ça dans un cadre plus général. Donc le déplacement ici est oblique entre A et B. Le poids, lui, est toujours vertical, ce qui fait qu'il y a un angle entre le vecteur déplacement et le vecteur poids. Quand j'applique le produit scalaire, donc entre ces deux vecteurs poids et déplacement, il y a le cosinus alpha qui intervient et qui n'est pas nul. Mais si je me place dans le triangle rectangle qui est défini par ces deux vecteurs, je peux remarquer que le cosinus de l'angle alpha, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse, vaut ZA moins ZB, c'est le côté adjacent, sur AB l'hypoténuse. Donc ZA moins ZB, ça vaut AB fois cosinus alpha. Du coup, le travail du poids de manière générale va s'exprimer de la manière suivante. P, donc c'est mg, et AB fois cosinus alpha, eh bien c'est ZA moins ZB. Donc le travail du poids, c'est M fois G fois ZA moins ZB. La chose qu'il faut remarquer sur le résultat qu'on obtient ici, c'est que le travail du poids finalement ne dépend pas du fait que le trajet se fasse de manière oblique. Le trajet se fait de manière oblique, mais le travail du poids ne dépend que de l'altitude du point de départ, ZA, et l'altitude du point d'arrivée, ZB. C'est-à-dire que si le trajet avait été vertical, on aurait eu le même résultat. S'il avait été oblique, mais avec une pente plus faible, le travail aurait été encore celui-ci.
Quand un travail ne dépend pas du chemin suivi, mais ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée, on dit que la force, donc ici le poids, est une force conservatrice, et à chaque force conservatrice, on associe une énergie qu'on appelle une énergie potentielle, de telle sorte que cette énergie potentielle, sa variation correspond à l'opposé du travail de la force sur le déplacement. Donc ici, la variation d'énergie potentielle de pesanteur, puisqu'elle est liée à la force qui est le poids, est égale à l'opposé du travail du poids, c'est-à-dire mg zb moins za, puisqu'on avait za moins zb, mais comme on prend l'opposé, ça devient zb moins za, et on peut identifier donc la formule d'énergie potentielle qui est mgz, que vous aviez peut-être déjà vu en seconde ou au collège. Ça permet d'expliquer d'où vient cette formule. Deuxième force qu'on va regarder de plus près au niveau du travail, c'est la force de frottement. La force de frottement, c'est une force qui a comme particularité d'être toujours opposée au mouvement. Donc quand on fait le produit scalaire entre la force et le vecteur déplacement, le cosinus de l'angle qui normalement apparaît dans la formule du produit scalaire correspond toujours au cosinus de 180 degrés, puisqu'il y a opposition entre les deux vecteurs. Par conséquent, comme cosinus 180, ça vaut moins 1, le travail de la force de frottement vaut moins F fois AB. Ce travail dépend du chemin suivi. Plus la longueur du chemin AB est grande, plus le travail sera important. Et puis le travail est négatif. Donc c'est une force qui est résistive et qui dépend du chemin suivi. On termine par l'énergie mécanique, que l'on va définir en associant l'énergie cinétique du système à l'énergie potentielle du système. Donc ici, en première, on ne voit que l'énergie potentielle de pesanteur, mais plus tard, vous pourrez associer d'autres types d'énergie potentielle qui viendront se rajouter à cette définition. Donc deux cas. On va d'abord étudier le cas des systèmes qui sont soumis qu'à des forces conservatrices, et on va voir ce que ça donne en termes de bilan d'énergie. Quand on applique le théorème de l'énergie cinétique à un système qui n'est soumis qu'à des forces de type conservatrice, alors ECB moins ECA égale somme des travaux des forces, conservatives du coup, mais les travaux de ces forces, puisqu'elles sont de type conservatrice, est égal à moins la variation d'énergie potentielle, c'est-à-dire moins EPB moins EPA. En regroupant tout ce qui est B et tout ce qui est A ensemble, on obtient ECB plus EPB moins ECA plus EPA égale à 0, et donc l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A est nulle. Ça veut dire que l'énergie mécanique ne varie pas. Et si on remonte au titre de cette partie-là, c'est en ça que les forces sont conservatives. Elles sont conservatives parce que, quand il n'y a qu'elles, l'énergie mécanique se conserve, ne varie pas. Prenons un exemple, un système pour lequel c'est le cas, un pendule qui oscille de droite à gauche. Ce pendule est soumis à deux forces, la force T qui est constamment perpendiculaire au mouvement, c'est-à-dire qui ne travaille pas, et le poids. Donc, il y a une force qui ne travaille pas et une force qui est conservative. Du coup, les énergies cinétiques et potentielles de ce système vont se compléter, puisque l'énergie mécanique de ce système, qui est donc un système conservatif, va être constante. Donc l'énergie mécanique est constante, l'énergie potentielle varie selon ce profil-là, puisque plus le pendule est à droite, plus il est haut, donc plus son mgz est élevé. Et à l'inverse, l'énergie cinétique varie selon ce profil-là. Quand le pendule descend, il prend de la vitesse, puis quand il remonte, il repère de la vitesse. Dernier exemple, dans le cas où les forces ne sont pas toutes conservatives, alors le travail des forces se décompose en deux, les conservatives et les non conservatives. Le bilan d'énergie mécanique est tel que seules les forces non conservatives vont être à l'origine de la perte d'énergie mécanique. C'est le même cas avec le pendule qui cette fois-ci serait soumis à des frottements. Toujours échange d'énergie cinétique et potentielle, mais globalement une